Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Mazda 6e. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. C'était il y a près de 5 ans déjà, le 29 novembre 2020, sorti sur Charging Station du grand essai du Mazda MX-30. Un SUV 100% électrique sympathique, mais à l'autonomie beaucoup trop réduite pour séduire une clientèle souvent braquée, à tort, sur l'autonomie. Depuis, plus rien, jusqu'à l'arrivée cette année de cette élégante berline 100% électrique, la Mazda 6e, qui emprunte au groupe chinois Changan une plateforme 100% électrique, la plateforme EPA1. Avantage, une réduction des coûts évidemment, mais au prix de quel sacrifice? Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de cette Mazda 6e? Pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une demi-journée, mais bien pendant une semaine complète ici dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans 2 semaines, le premier trajet et ensuite le grand essai d'une voiture que j'ai hâte d'essayer pendant une semaine. Il s'agit de la Firefly. Firefly qui est une sous-marque du groupe chinois NIO, voiture beaucoup plus accessible que les modèles de chez NIO, voiture très intelligente avec beaucoup de bonnes idées à l'intérieur, de très belles finitions. J'ai hâte d'en prendre le volant et de partager tout ça avec vous. Ce sera donc dans 2 semaines sur Charging Station. Ne manquez pas cet essai qui s'annonce très électrisant. D'autres essais électrisants arrivent durant les prochaines semaines. Encore avant la fin de cette année, pas mal de grandes nouveautés qui arrivent. Et bien, pour découvrir la liste complète, ne bougez pas, ce sera tout à l'heure à la fin de la vidéo. À l'extérieur, cette Mazda 6e, elle impressionne par sa taille, près de 5 mètres, et par la fluidité de ses lignes aussi. Des lignes épurées, mais un look dynamique, renforcé d'ailleurs par l'absence d'encadrement au niveau des vitres, une vraie réussite. À l'avant, la calandre est illuminée partiellement, comme sur les dernières productions entre autres de chez BMW ou encore Mercedes, il y a pire comme référence. À l'arrière, un bandeau lumineux tendu et Mazda qui s'écrit en toutes lettres au centre du haillon. Au final, l'ensemble fait très Mazda, on n'a pas l'impression d'un bricolage destiné à faire oublier ses origines chinoises, et cette couleur, le fameux Soul Red Crystal de Mazda, eh bien elle la rend encore plus Mazda. Pour la ligne, selon moi, c'est réussi. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle vous séduit cette Mazda 6e, ici présentée en finition de base Takumi? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Côté technique, 2 versions sont au programme. À chaque fois, il s'agit d'une configuration propulsion, c'est-à-dire que le moteur électrique synchrone à aimant permanent n'est pas situé sous le grand capot, mais bien sur le train arrière, et il entraîne les roues arrière. Alors la version la plus puissante, c'est cette version d'entrée de gamme, de manière assez étrange d'ailleurs. Par contre, la version qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge, avec quelques dizaines de kilomètres de plus que cette version d'entrée de gamme, eh bien c'est la version long range. Sur papier, elle peut sembler être la plus intéressante, sauf que quand on regarde toutes les caractéristiques, on se rend vite compte qu'il y a un mais, et la version la plus intéressante, c'est clairement cette version d'entrée de gamme. Pourquoi? Eh bien je vous le dirai tout à l'heure quand on évoquera la partie recharge. Concernant le poids de cette Mazda 6e, on est sur 1950 à 1962 kg en fonction des versions et finitions, et concernant la charge tractable, eh bien ce sera 1500 kg si la charge est freinée, 750 kg la norme si la charge n'est pas freinée. Sous le plancher, entre les 4 roues, pour alimenter le moteur électrique, on va retrouver la batterie haute tension. En entrée de gamme, ce sera donc une batterie LFP, lithium fer phosphate, une plus petite batterie mais chimie LFP, et donc qui a l'avantage de pouvoir être rechargée à 100% au quotidien, en respectant évidemment les prescriptions du constructeur. Sur la version long range, qui propose donc la meilleure autonomie, on va retrouver une batterie à la chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Sur papier, cette version, un rien moins puissante, semble donc être la plus pertinente. Oui, sauf que maintenant, on va parler de la recharge. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté droit, et remarquez au passage les poignées ici qui se présentent à vous de manière électrique lorsque vous vous approchez de la voiture avec la clé dans la poche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez cette petite formule? Poignée motorisée. Alors pas de motorisation par contre concernant la trappe. Ouverture manuelle, c'est très bien, ça évite les pannes. Et plutôt que d'avoir un joint ici autour, eh bien on a des petits caches sur chacun des connecteurs. Ça c'est un petit peu dommage. Moi je préfère quand le connecteur du quotidien
connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, celui qu'on va utiliser tous les jours. Je préfère quand il est directement accessible et qu'on a plutôt un joint ici. Ce n'est pas le cas sur cette voiture. La recharge sur le courant continu, bien sûr, est possible avec cette voiture également. Dans ce cas-là, il faut retirer le deuxième petit cache et on a la somme des deux connecteurs, le connecteur combo CCS pour la recharge sur le courant continu, ces grosses bornes que vous allez retrouver le long des grands axes routiers sur les très longs trajets avec ces câbles pas toujours faciles à manipuler qui sont très épais. Et c'est là qu'il y a un hic avec la version long range de cette Mazda 6e. Si cette version propose le 1080 en 24 minutes seulement, eh bien la version long range propose le 10-80% en quasiment le double du temps, c'est-à-dire 47 minutes. 47 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie en raison d'une puissance maximale limitée à 90-90 kW. C'est assez incompréhensible, d'autant plus qu'on a sur la version long range une batterie NMC et donc au quotidien vous n'allez en plus pas pouvoir recharger à 100% puisque vous le savez, les batteries NMC n'aiment pas être rechargées au quotidien à 100%, vous restez au quotidien aux alentours de 80-90% selon les prescriptions du constructeur au maximum. Donc clairement, pour cette raison, eh bien la version long range selon moi s'élimine d'elle-même et la version la plus intéressante c'est bien celle-ci qui propose le 10-80% en 24 minutes. Ok, elle le propose sur papier, dans la brochure, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, regardez. 17h49, démarrage de la recharge à 10%, on est déjà là à 13%, fin de la recharge théorique 24 minutes plus tard, c'est-à-dire à 18h13. Voyons voir ce qu'il en sera dans la vraie vie. Il est 18h13 et non, malheureusement, pas de 80% au compteur, seulement 75%, 75%, 76%. Maintenant, on n'y est pas encore donc tout à fait. Je vais encore patienter quelques minutes, histoire de vous donner la vraie valeur à laquelle je suis arrivé dans la vraie vie pour le 10-80%. Mais donc, ce ne sera pas 24 minutes. La promesse, malheureusement, dans ce cas-ci en tout cas, n'est pas tenue. Voilà, les 80% sont atteints. Quelle heure est-il précisément? Eh bien, il est 18h16. On n'aura donc pas mis 24 minutes, mais 27 minutes. Bon, on se consolera en se disant que c'est toujours mieux que les 47 minutes de la version grande autonomie. Notez enfin que cette Mazda 6e est compatible V2L, c'est-à-dire qu'à partir du port de recharge, moyennement branchement d'un adaptateur disponible en option, eh bien, vous allez pouvoir alimenter des appareils électriques externes, puissance disponible 3,3 kW. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de recharge de dernière génération qui vous permettent de profiter au meilleur prix et dans les meilleures conditions de votre nouvelle voiture électrique. Si vous voulez découvrir l'offre proposée par Luminus, un petit conseil, surfez maintenant sur luminus.be/e-mobility. L'ouverture du haillon, elle est électrique sur les deux finitions. La capacité en configuration 5 places, 337 litres jusqu'à la tablette. C'est pas terrible. Si pour vous le volume de chargement est important, eh bien passez votre chemin. Si c'est secondaire par contre, pas de problème. Parmi les aspects pratiques, on va retrouver pas grand chose finalement. La banquette arrière qui est fractionnable 60-40 et puis un petit sous-coffre histoire de ranger quelques accessoires. À l'avant, pour compenser le volume de chargement réduit, on va retrouver un frunk. Heureusement d'ailleurs, vu la taille du capot, un coffre avant de 72 litres, 72 litres, c'est très vaste. Un bac amovible est également disponible en accessoire, ça c'est malin. Ça vaut 130 € en Belgique, 136 € en France et 180 francs en Suisse. Dans la suite de cet essai, je m'installe au volant et je vous fais découvrir le tableau de bord de cette Mazda 6e. Là tout de suite, je suis installé sur la banquette arrière. Y a-t-il de la place? Est-on bien installé à l'arrière? Certainement quand on mesure qu'au moins 1m90, 1m90. J'ai réglé le siège avant pour mon 1m90, mon 1m90 et voilà ce que ça donne. Alors au niveau des genoux, pas de problème. Au niveau des pieds, bon, je positionne le siège avant forcément assez bas pour avoir un maximum d'espace au-dessus de la tête, mais je parviens quand même à l'arrière à glisser les pieds sous le siège avant, donc pas de problème également. Pas de problème en hauteur non plus. J'ai quoi? J'ai 2 cm au-dessus de la tête, donc pas de souci. Et heureusement d'ailleurs qu'on a un toit vitré, un toit panoramique, ce qui permet d'avoir une moindre épaisseur et donc de gagner un petit peu en hauteur disponible. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que j'aurais touché le pavillon. Donc pas de problème de ce côté-là. Le seul petit hic, ça va être l'angle ici qui n'est pas très favorable. Comme sur toutes les voitures électriques, la batterie
batterie étant sous le plancher, on positionne la banquette le plus bas possible pour gagner en hauteur évidemment. Et du coup, j'ai un angle ici qui est pas génial parce que je mesure 1m90, 1m90. Si j'étais plus petit à l'avant également, eh bien j'aurais certainement une meilleure position. Alors concernant les aspects pratiques, on l'a dit, le toit panoramique qui est de série. On a également un accoudoir central ici avec double porte-gobelet disponible. On a des petites poches aumônières. On a un plancher qui est parfaitement plat. À l'arrière de la console centrale, on va pouvoir régler de manière électronique la température pour la ventilation, la climatisation. Et on va pouvoir également, avec ce petit bouton, avancer le siège passager avant, histoire d'avoir plus de place à l'arrière du côté droit. Et ça, c'est vraiment sympa. Tout en bas de cette console, moi j'aurais voulu ça un petit peu plus haut, mais c'est vraiment très très bas. On a une seule prise USB-C. J'aurais préféré en avoir deux quand on a deux enfants à l'arrière qui veulent tous les deux recharger. C'est toujours un petit peu la guerre quand il n'y a qu'une seule prise. Et puis des belles finitions déjà ici à l'arrière. C'est moussé, ce qui est loin d'être le cas sur toutes les voitures européennes notamment, et même le premium allemand. C'est pas toujours moussé ici à l'arrière. C'est bien le cas dans cette Mazda qui respire la qualité. On le ressent dès l'arrière ici. Les poignées de maintien, il y en a bien. Une ici, une à droite et une pour le passager avant. Je sais que certains d'entre vous se posent souvent la question. Eh bien, voilà la réponse. Pas de doute, quand on s'installe au volant de cette 6e, c'est bien une Mazda, l'atmosphère générale est conservée. Par contre, le nombre de commandes physiques a largement fondu par rapport au modèle Mazda qu'on connaissait jusque-là, ce que regretteront évidemment les allergiques au tout ou presque à l'écran. Côté matériaux et finition, c'est très très bon, c'est très bien assemblé. Les matériaux, même en finition d'entrée de gamme sur cette voiture d'essai, sont très qualitatifs. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. La description du tableau de bord, ça va aller vite, je l'ai dit, il y a très peu de commandes physiques dans cette voiture. Sur la portière conducteur en partie haute, on a l'une des enceintes du système audio sur lequel je reviendrai sur la route. En partie intermédiaire, la poignée d'ouverture, le verrouillage centralisé et les vitres électriques. En bas, enfin, on va retrouver un vide-poche qui n'est pas gigantesque, très étroit et dont le fond n'est pas malheureusement recouvert d'antidérapant. À gauche du volant sur le tableau de bord, rien du tout. Tout en bas, on a la commande d'ouverture du capot. Le volant à réglage manuel. À gauche, les modes de conduite, le réglage de la vitesse et de la distance par rapport au véhicule qui précède quand le régulateur de vitesse adaptatif est activé, 2 touches étoiles personnalisables et l'appel de la caméra 360. À droite, la navigation dans les infos de l'écran instrument, la commande vocale et les commandes audio, volume et plage ou station précédente et suivante. Pour déterminer quelles sont les actions qui se trouvent sous les touches étoiles, vous maintenez l'une des 2 touches étoiles enfoncées, comme ceci. Un menu apparaît et vous pouvez choisir dans ce menu pas mal de fonctions, mais malheureusement pas de raccourcis pour couper les alertes de survitesse ou encore l'alerte d'attention du conducteur. Pourtant, ce sont les 2 les plus pénibles, j'y reviendrai dans la suite. Vous pouvez faire quoi exactement? Allumer, éteindre la climatisation, les feux de croisement, le niveau d'essuie-glace. Alors c'est pas le niveau d'essuie-glace, c'est le rythme de balayage, chargement du téléphone sans fil, lumière ambiante, becquet arrière électrique, etc. Voilà, pas mal de fonctions donc que vous allez pouvoir assigner aux 2 touches qui se trouvent donc ici, les 2 étoiles sur la partie de gauche du volant. Les commodos, derrière le volant à gauche, on a les clignotants, l'appel de phare et les essuie-glaces. Et puis à droite, le sélecteur de vitesse. Notez que quand vous poussez sur l'extrémité, vous avez un seul balayage. Voilà, et ça fait apparaître le menu ici. Vous pouvez décider à ce moment-là de changer de réglage. L'écran instrument juste derrière, d'une diagonale de 10,2 pouces, avec donc une partie de droite personnalisable. Vous pouvez y retrouver les informations suivantes. Alors là, le média en cours de lecture. Si j'appuie sur la touche ici, la pression des pneus, les informations de conduite, en l'occurrence ici après le démarrage automatique, également sous-total du kilométrage, donc la valeur que vous allez pouvoir remettre à zéro, la conduite sur le long terme. Et puis, si je continue, la puissance délivrée ou récupérée, là la voiture est à l'arrêt donc il ne se passe rien, et on revient sur le média en cours de lecture. Ensuite, un affichage tête haute assez complet si vous le souhaitez. Vous avez le choix entre classique, minimal et personnalisé. Alors, une petite info agaçante qui était activée et que j'ai désactivée dans l'affichage tête haute, c'est le rappel toutes les 15, 30 ou 60 secondes de l'autonomie restante avec une barre qui s'affiche puis se coupe à intervalles réguliers, plus ou moins longs. Donc, ça ne sert absolument à rien si ce n'est à distraire le conducteur, à proscrire, puisqu'a priori, vous n'avez pas besoin de consulter l'autonomie toutes les 15, 30 ou 60 secondes. Et quand bien même l'autonomie, elle se situe
s'effectue en permanence sur l'écran instrument. Je n'ai pas bien compris à quoi pouvait servir cette option. Le deuxième écran, plus à droite au centre du tableau de bord, c'est l'écran d'infodivertissement positionné de manière horizontale. Il mesure 14,6 pouces de diagonale. J'y reviens dans un instant. Sous l'écran central, les deux ouïes centrales de ventilation, deux zones pour smartphone, mais une seule, celle de gauche, c'est un peu mesquin, permet la recharge par induction, la recharge ventilée. Plus en arrière, les deux porte-gobelets. Et puis sous la coudoir centrale, dont le bouton d'ouverture est bien caché, il se situe ici de part et d'autre. Sous cet accoudoir donc, une zone assez vaste avec un fond antidérapant, mais pas de connectique. Les prises, il faut aller les chercher plus bas, dans le vide-poche ouvert qui lui aussi dispose d'un fond antidérapant et qui accueille une prise USB-A, une prise USB-C et une prise 12 volts. Coup d'œil enfin dans la boîte à gants. Elle est de taille correcte, mais n'est pas habillée de feutrine. Allez, avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture, on va aller faire un petit tour du côté du système d'infodivertissement. Alors, on va démarrer avec la caméra 360. Je vais donc appeler la marche arrière. Et voilà ce que ça donne pendant que les rétroviseurs extérieurs s'abaissent, histoire de ne pas gratter les jantes sur d'éventuelles bordures, c'est pas mal. On a une vue par transparence qui est disponible sur cette voiture et vous pouvez même régler la transparence. Alors j'ai pas vraiment compris à quoi ça peut servir. A priori, si on veut de la transparence, on veut de la full transparence, c'est-à-dire du 100%. Et donc ça veut dire que si je recule ou si j'avance, eh bien les caméras avant et arrière, ce qu'elles vont filmer, va passer en dessous de la voiture. On va donc simuler une vue par transparence du véhicule. On va le tenter avec la marche arrière. Voilà ce que ça donne et vous le voyez ici, l'image passe en dessous de la voiture, très pratique si vous devez comme moi vous stationner sur des bandes de dalles engazonnées. On peut faire la même chose vers l'avant pour revenir à la position de départ. Voilà ce que ça donne. Alors on a ici d'autres options également que vous allez pouvoir ajuster concernant cette fonction de caméra à 360 degrés. Je vais faire disparaître le menu. Alors oui, c'est une des caractéristiques avec cette voiture, c'est que l'écran n'est pas toujours super réactif. Parfois il faut s'y prendre à 2 reprises, 3 reprises pour appuyer sur un bouton, ce qui peut parfois être un petit peu agaçant. Donc ici la vue caméra avant, je peux appeler ici la vue latérale. Un côté ou l'autre, caméra arrière également. Tout ça est assez classique. On a une vue 3D également de la voiture sans la voiture, comme vous pouvez le constater ici, histoire de bien voir où on pose les roues. Ça peut être extrêmement pratique. Et puis ici, possibilité d'ailleurs de régler les rétroviseurs dans le menu caméra. Je trouve ça un petit peu étrange, mais pourquoi pas. Notez que cette caméra 360, elle est de série sur les 2 finitions et ça c'est très bien. Ici, la page par défaut, l'écran par défaut, celui que vous obtenez quand vous appuyez sur la petite maison ici, avec à droite la voiture. Vous allez pouvoir avoir une vue différente de la voiture selon la fonction que vous voulez activer ou désactiver. Voilà. On revient sur cette vue, vous allez pouvoir agrandir cette partie également ou bien ici la diminuer et dans ce cas-là vous avez des widgets ici à gauche avec la radio, les modes de conduite récemment utilisés, les appels qui ont été passés, également la recommandation intelligente et puis navigation, vous allez pouvoir modifier ces petits menus également, supprimer certaines choses. Si vous ne voulez pas les derniers appels par exemple, vous faites ça et hop, ça disparaît. Voilà, en partie supérieure, vous avez le Hi Mazda qui va vous permettre d'appeler la commande vocale. Vous voyez qu'elle vient de s'activer, je vais l'éteindre. Ici à droite, en partie supérieure, la connectique. On a un menu qui vient du haut également, avec des applications, avec également les réglages. Et en appuyant sur éditer ici, vous allez pouvoir placer en partie inférieure certains raccourcis directement accessibles. Terminé. Alors cette voiture, c'est une Mazda, c'est une marque japonaise, mais ce qui trahit un petit peu ses origines chinoises, c'est les traductions approximatives, et c'est vraiment très triste, notamment rétro-rabat, avec une majuscule à rabat. On ne parle pas du même rabat, je pense. Capot du coffre I. Capot du coffre I. Ça ne veut rien dire. Chauffage du siège conducteur, puisqu'il y a possibilité d'avoir 2 lignes, pourquoi pas chauffage du siège conducteur, ce serait quand même plus simple. Voilà, plein de choses comme ça finalement qui sont mal traduites ou traduites de manière aléatoire et c'est franchement pas terrible, ça fait pas très sérieux malheureusement. Ici, un menu qui vient de gauche également, le centre de contrôle carrément, avec pas mal de fonctions accessibles directement. On a ici vitesse basse, donc vitesse basse et grande vitesse. On parle évidemment du balayage de l'essuie-glace. On renvoie ce menu en appuyant ici à droite et puis
puis en partie inférieure, on le voit, on a évidemment des choses qui peuvent être personnalisées, on l'a vu, et puis des choses qui restent fixes, comme par exemple la température. Alors vous pouvez vous demander pourquoi je règle la température sur 27 degrés. Eh bien tout simplement parce que là aussi, comme sur pas mal de voitures chinoises, il faut mettre la température à un niveau plus élevé pour obtenir une température correcte. Donc habituellement je règle 22, 23, 24 selon mes envies, les voitures, la saison, etc. Là je dois mettre 27 pour obtenir quelque chose de cohérent au niveau de la température ressentie au volant. Ça aussi c'est pas très chouette. Je peux appeler le menu voiture et là aussi les traductions sont très aléatoires. La hauteur des phares par exemple, faible, alors c'est pas faible, c'est basse. Une hauteur elle est pas faible concernant les phares. Refaible, moyen, plus 11 et haut 0. Ouais, ok, génial, super. Réglage du véhicule ici. On a CabConf, c'est-à-dire confort dans la cabine, j'imagine. Hein, c'est pas vraiment une cabine, c'est un habitacle, mais bon voilà. Ensuite, geste d'énergie, la gestion d'énergie. On a l'affichage tête haute. On a un mode neige qui est disponible également. Dans ce cas-là, le blanc devient jaune, histoire de rester visible lorsque vous êtes dans un environnement très éclairé, comme quand vous roulez sur la neige, par exemple. Mode de conduite, normal, sport, perso, on en reparle sur la route. Conduite intelligente, oh là là, ça aussi on va en reparler sur la route, notamment assistance au contrôle intelligent de la vitesse. Réglage sonore, réglage de voix, contrôle intérieur, j'imagine, hein, mon véhicule, sécurité, confidentialité, etc., etc. Et ici, vous avez donc exactement la même chose que quand vous faites un glissement depuis le haut, c'est-à-dire les applications locales, réglage du véhicule, Apple CarPlay, Android Auto sans fil dans cette voiture. On a ici Apple CarPlay qui est connecté. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cet écran d'infodivertissement. Il y a du positif et du moins positif. On va maintenant se rendre sur la route. Pour démarrer avec cette 6E, pas de bouton de démarrage à enfoncer, non, vous placez simplement pied sur le frein, le sélecteur de vitesse sur D ou sur R et c'est parti. Alors premier point positif, c'est silencieux, deuxième point positif, c'est suffisamment puissant et troisième point positif, c'est confortable. Un confort qui passe par la suspension, j'y reviens, et par les sièges aussi qui sont magnifiques. Alors sur cette finition d'entrée de gamme Takumi, c'est du cuir vegan comme on dit, disponible en noir ou comme ici en beige. Le siège conducteur est réglable électriquement dans 10 directions avec mémoire. Les deux sièges avant sont chauffants et ventilés, le volant est chauffant également. Bref, Mazda a 1000 paquets dès l'entrée de gamme, histoire que vous soyez bien installé et ça fonctionne. Le confort est très bon, on trouve facilement sa position de conduite idéale. Ce que la finition Takumi Plus a de plus, eh bien c'est le revêtement bimatière cuir nappa suédine sur les sièges et le volant cuir Biton. C'est tout. Tout le reste est déjà disponible de série sur cette finition d'entrée de gamme. Au rayon des aides à la conduite, comme je le dis souvent, c'est très bien de proposer beaucoup de choses de série, ce qui est le cas sur cette voiture. Tout est de série dès l'entrée de gamme en matière de sécurité, mais encore faut-il que tout soit réglé correctement et c'est là que les choses se gâtent un petit peu au volant de cette 6E. En conduite assistée, donc régulateur de vitesse adaptatif et centrage sur la voie de circulation, la direction est collante, elle ne vous donne pas la main facilement pour changer de bande, ça manque de fluidité, il faut bien découper votre mouvement, bien actionner les clignotants avant de vouloir emmener la voiture vers la gauche ou vers la droite, sous peine d'avoir l'impression que la voiture ne veut pas changer de bande, ne veut pas vous donner la main. Ça rend la conduite assistée moins agréable à utiliser, comme si cette voiture voulait rester aux commandes. L'alerte de franchissement de ligne est également trop tatillonne, ça bip, alors à volume réduit heureusement, mais ça bip trop souvent pour rien. Et à force d'entendre tous ces bips en bruit de fond, eh bien on finit par ne plus y prêter attention, ce qui n'est pas non plus le but. Bref, c'est trop rigide, trop brutal, pas assez fluide au niveau des réactions. J'ai pas été vraiment convaincu. L'alerte d'attention du conducteur est également trop présente, comme sur beaucoup de voitures chinoises. On peut la couper, mais il faut évidemment le faire à chaque trajet. En plus de l'alerte de survitesse, ça commence à faire beaucoup et les deux en plus ne sont pas dans le même menu et pas moyen d'avoir un raccourci dans le menu qui vient du haut ou dans celui qui vient de gauche. Pas de raccourci non plus sur le volant pour couper tout ça, c'est dommage. Alors évidemment, on va me dire, ça va venir avec des mises à jour, mais perso, pour être pris au sérieux, eh bien je pense qu'il faut faire ce genre de mise à jour avant de mettre la voiture sur la route et pas après.
Oui, la Mazda 6e est confortable, je le disais, suffisamment puissante, agréable à conduire si on met les alertes et les aides à la conduite de côté. Et on tient là la raison principale de se réjouir. La base, elle est là, elle est bonne et tout ce qui pose problème peut potentiellement être corrigé via des mises à jour. Alors viendront pas ces mises à jour, ça, seul l'avenir le dira. Sur long trajet, je vous invite d'ailleurs à visionner mon long trajet aux Pays-Bas au volant de cette voiture. Eh bien, pas de fatigue liée à un manque de confort, bien au contraire, au volant de cette voiture et plus largement à bord de cette voiture, on ne voit pas les kilomètres défiler, c'est un régal. Le confort des sièges et des suspensions y est pour beaucoup, des suspensions qui privilégient le confort plutôt que la conduite, ce que certains fans de la marque japonaise regretteront peut-être. Sur ce point, de la conduite, c'est peut-être un petit peu moins une Mazda et le compromis malgré tout reste convaincant, il faut le dire. 3 modes de conduite sont disponibles, normal, sport et individuel, on les retrouve ici. Un mode normal qui sur l'écran instrument s'appelle confort. Oui, encore une bizarrerie. En mode individuel, vous allez pouvoir régler la puissance sur moyen ou énergique, la récupération d'énergie, j'y reviens, et puis la résistance de la direction, standard ou sport. Le silence à bord, c'est l'un des aspects liés au confort et à bord de cette 6e, c'est très bon. Les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques, malgré les vitres sans encadrement, sont très bien maîtrisés, c'est à saluer. Ça permet de voyager en silence ou avec votre musique préférée dans les oreilles grâce au système sonore Sony à 14 haut-parleurs qui est présent lui aussi dès l'entrée de gamme Takumi. Le son est bon quand il a envie, parce que oui, petit bémol, malheureusement, le son de la radio, il a parfois tendance à distorsionner comme une légère saturation, puis ça revient. C'est assez aléatoire, mais dans tous les cas, c'est un petit peu dommage, parce que l'installation à 14 haut-parleurs, elle est plutôt convaincante. Le diamètre de braquage entre deux murs, c'est 11,6 mètres. Entre trottoirs, ce sera 11,2 mètres. Une valeur assez élevée. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est au moment de faire demi-tour qu'on se rend compte que cette voiture, l'air de rien, elle approche tout de même les 5 mètres de long. Heureusement, vous pourrez compter en toutes circonstances, on l'a vu sur le système de caméra à 360 degrés, qui est de série dès l'entrée de gamme. Un système qui se montre convaincant avec une belle définition d'image et une image par transparence également, une vue par transparence qui est très pratique. Non, cette Mazda 6e ne propose pas de vraie conduite à une pédale. Quand on lève le pied de l'accélérateur, on ne peut pas aller jusqu'à l'arrêt complet. Alors, pas de palette derrière le volant pour régler la récupération d'énergie et donc le ralentissement au lever de pied de l'accélérateur. Vous devrez régler ça dans le système d'infodivertissement. 4 niveaux sont disponibles, faible, standard, moyen et fort. Mais vous n'y avez accès que si vous optez pour le mode de conduite individuel. Étrange. Bonne nouvelle par contre, les modes de conduite choisis, en l'occurrence individuels, restent en mémoire d'un trajet à l'autre, c'est déjà ça. Pas de phare matriciel sur cette 6e, mais un éclairage entièrement à LED avec allumage automatique et basculement automatique feu de route, feu de croisement. Basculement qui a un comportement à l'opposé de celui qu'on va retrouver chez XPeng. Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines. Ici, c'est très sensible, alors que les G6 et G9 chez XPeng, ils semblaient ne pas vouloir tenir compte des autres usagers et ils restaient trop souvent, trop longtemps en feu de route. Un mot concernant l'éclairage intérieur. Si vous aimez les couleurs et la personnalisation, vous allez être servi. La voiture vous permet de choisir parmi 64 couleurs d'ambiance réglables selon vos souhaits et préférences ou selon votre humeur. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de cette Mazda 6e, et là les nouvelles sont plutôt bonnes, parlons autonomie réelle. L'autonomie théorique, c'est jusqu'à 479 km en cycle mixte norme WLTP sur cette version d'entrée de gamme et j'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique et cette semaine il a fait entre 7 et 14 degrés au thermomètre. Alors attention, cette semaine comme la semaine dernière j'étais en congé, je n'étais pas dans mes trajets habituels, sauf que cette semaine j'ai aussi réalisé un essai longue distance depuis le sud de Bruxelles vers La Haye aux Pays-Bas, un essai toujours disponible sur la chaîne et sur l'ensemble de cette semaine, j'ai parcouru au total plus de 600 km et en tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 17,9 kWh au 100. Cette valeur, elle va m'autoriser 350 km environ sur une recharge à 100%. Franchement, c'est confortable.
Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Je vous mets tout ça ici. Cette voiture d'essai en Belgique est une version d'entrée de gamme, version à petite batterie donc, autonomie standard, avec la finition d'entrée de gamme, la finition Takumi, 42 890 €, 42 890 €. C'est son prix de départ dans le royaume. Les options dont cette voiture est équipée, la peinture Sol Red Crystal, c'est la plus chère, 1 200 € en Belgique, 1 050 € en France et 1 400 francs en Suisse. Le blanc est de série. Pour les autres couleurs, ce sera 900 ou 1100 € en fonction de la couleur choisie en Belgique, 750 ou 900 € en France et puis 900 ou 1200 francs en Suisse. Pour les sièges, ce sera du noir ou du beige au choix, sans supplément. On l'a vu, c'est du beige dans cette voiture d'essai. Prix total de cette voiture d'essai en Belgique, 44 090 €, 44 090 €. Notez qu'en accessoires, vous pouvez avoir par exemple la boule d'attelage, des tapis de sol ou encore des seuils de porte illuminés et d'autres choses. Surfez sur le site internet de Mazda qui correspond à votre pays, configurez votre 6E idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises et pour les particuliers. Pour les entreprises, leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent, en termes de déductibilité évidemment et en termes de facilité de gestion au quotidien. Un avantage qui s'applique également au private lease, le leasing pour les particuliers. Vous avez une seule mensualité, la même, elle est constante à payer du premier au dernier mois et tout est compris, la mise à disposition de la voiture, mais également tous les frais annexes comme le remplacement des pneus, l'assurance, l'entretien, les taxes, etc. Et puis, autre avantage, c'est qu'à la fin du leasing, vous n'avez pas à vous poser la question de savoir combien vaudra la voiture, si vous allez perdre de l'argent, puisqu'à la fin du leasing, tout ce que vous devez faire, c'est rendre la voiture et les clés. La valeur résiduelle, ce n'est pas vous qui prenez le risque de cette valeur résiduelle, eh bien, c'est la société de leasing. Pour ces deux bonnes raisons, au moins, eh bien, contactez Arval et demandez une offre de prix pour cette voiture ou n'importe quelle autre pour un private lease ou un leasing opérationnel. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur Autoscout24. C'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24, en ce moment, plus de 100 000 voitures vous attendent. Des véhicules d'occasion, des véhicules récents, des véhicules neufs et de plus en plus de véhicules 100% électriques. Il y a de très belles offres en ce moment, de très belles affaires à faire concernant les véhicules électriques sur Autoscout24. Allez y jeter un petit coup d'œil. Sur Autoscout24, le site internet, il y a également une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique avec un calculateur d'autonomie, également un calculateur de temps de recharge, si vous voulez vous familiariser avec ces nouveaux termes, peut-être pour vous si vous passez maintenant à la voiture électrique. Sur Autoscout24, toujours, vous pouvez faire reprendre votre véhicule actuel, vous rentrez ses caractéristiques et vous recevez en retour une offre de reprise. Et puis il y a l'application Autoscout24 qui vous permet de rechercher aussi facilement que via le site internet votre prochaine voiture. L'application Autoscout24, elle est gratuite, elle est disponible sur toutes les plateformes, donc sur le Play Store de Google et sur l'App Store d'Apple. Vous téléchargez l'application dans votre téléphone et vous pouvez à n'importe quel moment facilement dans votre poche, au creux de votre main, eh bien, rechercher votre prochaine voiture. N'hésitez pas à surfer sur le site internet autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France et puis n'hésitez pas à télécharger l'application évidemment, je le rappelle, elle est gratuite. Oui, en conclusion, définitivement, cette Mazda 6E est une berline très élégante qui, dans cette couleur Sol Red Crystal, eh bien, ressemble avant tout à une vraie Mazda. À l'intérieur, c'est très cosy, bien fini. Sur la route, c'est confortable, très silencieux. Malheureusement, quand on gratte un peu, eh bien, les choses sont un peu moins réjouissantes. Aide à la conduite mal calibrée, ergonomie perfectible, notamment quand il s'agit de couper les alertes, écran d'infodivertissement qui manque de réactivité, système de navigation capricieux, partie radio perfectible. Définitivement, la base est bonne. C'est une voiture agréable à conduire qui propose un comportement sain, mais avec toutes ses imperfections, ce n'est pas ou pas encore malheureusement une voiture agréable à vivre. Espérons donc que Mazda corrige rapidement ce qui doit l'être, même si, comme le disait David Swanson, vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, je vous l'ai dit, ce sera dans 2 semaines. Le premier trajet et le grand essai de cette nouveauté très intéressante. Je suis vraiment curieux de partager tout ça avec vous. Il s'agit de la Firefly. Dans les semaines suivantes, on ira chez Citroën également avec le grand frère du Citroën IC3 Aircross. Il s'agira du IC5 Aircross, beaucoup plus cossu que son petit frère. On ira ensuite toujours chez Stellantis, chez Leapmotor. On a déjà essayé 2
deux modèles chez Leapmotor, le C10 et la T03. Et bien là, ce sera le petit B10. Il est craquant, mais qu'est-ce que ça vaut sur la route? Est-il agréable à vivre? Eh bien, vous le saurez au terme de ce grand essai que j'effectuerai pour vous, et c'est d'une semaine. Chez Kia, je prendrai le volant du SUV EV5 qui se situe bien sûr entre le EV3 et le EV9. Qu'est-ce que ça vaut? J'en prendrai le volant pendant une semaine. Et puis toujours chez Kia, il existe en version transport de marchandises, transport de personnes. Je prendrai le volant de la version transport de personnes du van, le PV5. Chez Nissan, la Nissan Micra sera à l'essai sur Charging Station, cousine technique de la Renault 5 e-Tech électrique. Et puis on ira chez Volvo avant la fin de cette année, c'est promis. Je prendrai le volant de la très belle berline ES90, ES90, une voiture que j'avais déjà eu l'occasion de vous faire découvrir lors de sa présentation internationale. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, ça aide vraiment à faire grandir la chaîne et ça ne coûte rien. Un partage est également toujours le bienvenu, ça fait plaisir là aussi, vous êtes plusieurs centaines chaque semaine à partager les vidéos de Charging Station et je vous en remercie au nom de toute l'équipe. Merci de votre fidélité et à bientôt.